pense qu'on arrive avec des valises, et il est arrivé avec toute cette histoire aussi qui tourne autour de lui, puisqu'on a dit la chute du mur de Berlin, le bicentenaire de la Révolution française, l'ouragan Hugo, donc tout ça, je pense que ça a contribué à le pulser vers ce qu'il réalise actuellement, c'est-à-dire faire de la politique et être auprès des gens, à l'écoute des gens et pour la défense des gens. Quelques comparaisons. Jean-Luc Mélenchon avait fait 27,83%. Son candidat fait Hugo Bernalicis fait 17,37%. Somme toute, on peut dire que tous les candidats ont baissé, plus ou moins, sauf Audrey Linkenheld qui a gagné près de 10 points. D'après, je dirais, les bruits qui courent, moi si j'avais un pari à faire, mais je ne suis pas sûr de ce pari, je parierais plutôt sur un deuxième tour entre Madame Berada et Audrey Linkenheld. Mais tout dépendra des résultats de Mons. Et à cet instant, on ne les a pas sur le rapport entre Audrey Linkenheld très serré, ce serait peut-être Bernalicis deuxième. Ce serait peut-être Bernalicis deuxième. Ça reste bon. Donc j'ai raté déjà ce pari. Donc on serait premier Berada et deuxième Bernalicis. Ils sont en train de recompter. Elle est troisième à Lille et troisième à Hélène. Ah ouais? Ah bon, on m'avait dit qu'elle était deuxième. C'est ce que je viens d'avoir. Nos banlieues ont mal voté. J'avais dit que oui, a priori c'était ce créneau-là que je prenais, sauf contre-indication, sinon j'aurais pris le deuxième, celui plus tard. Si vous n'avez pas eu de contre-indication, c'est que c'est bon. En fait, moi je vous embêtais pour autre chose, c'est que moi je fais un petit reportage, donc je voulais savoir où vous seriez à 20 h au moment de l'annonce des résultats, quoi. Eh ben, à mon local. À votre local, à Mont-Saint-Marouane, c'est ça? Venez, on a de la bière. Oui. Ouais. Donc c'est bon signe. Ouais. Très bon signe. Et moi je vais avoir tous les bureaux de loi je les ai quand ils sortent des trucs. Bah on a quelqu'un sur place aussi. Et si tu veux sur les bureaux tests, en mairie. En mairie. Tu pourras pas les avoir plus vite que moi en fait. Ah d'accord. Bon bah si tu as des infos. Je suis juste à côté de la salle de saisie si tu veux. D'accord. Pour l'instant on nous remonte Fâche doucement, il y a des bureaux, on est largement devant, d'autres non. Ah putain, Fâche... Moi, je sais pas vous, des bureaux de vote à Mons, mais tout ce que j'ai fait à Ronchin, à Villeneuve, à LM, il y a une proportion anormalement élevée de gens qui sont pas venus voter au premier tour et qui sont venus voter au deuxième tour. J'ai pas pu faire la différence entre blanc et nul, mais t'as... Voilà. Sur les bureaux tests, ça semble bon pour Adrien, enfin jouable en tout cas. Oh là 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 là. Putain, le bonheur. Oh là là. Tu peux être fier, hein? Ouais. Tu peux être fier. Ah, j'ai fait des bons cette nuit. Voilà, les militants socialistes de Ronchin qui savent faire la part des choses pour un deuxième tour. Impeccable. Et voilà, donc nous, en tant que parents, nous sommes fiers qu'il soit devenu député, parce que, je disais à mes copains la dernière fois, la grande fierté, c'est que moi et mon épouse, nous n'avons pas milité pour rien. Bon, déjà, vous annoncez la bonne nouvelle. On a gagné. Une fois passé le bonheur de l'événement,
il faut quand même constater qu'on a une abstention qui est encore record. Et que ça veut dire que même si on a gagné, on a du pain sur la planche, les amis. Une abstention qui soit nationalement, si j'ai cru comprendre, c'est 42% de participation. Enfin, c'est ridicule. Ridicule. 42% des gens vont se prononcer pour aller élire les gens qui vont se prononcer sur les lois qui ont des impacts pour tout le monde demain. On a vraiment du pain sur la planche. Et Paul qui est là ce soir. Et j'en profite du coup pour remercier Paul qui est... merci. Qui était candidat sur la 8e circonscription du Nord, qui n'a pas pu se qualifier pour le deuxième tour. Et ça me permet de dire que quand je remercie les militants et tous les gens qui ont aidé, il y a des gens comme Paul qui, étant malheureux au premier tour, sont tous venus nous aider, que ce soit Adrien et moi, et qui ont participé à cette belle victoire. Vous le disiez, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais beaucoup plus de députés annoncés de la France Insoumise. Oui, je pense que les gens ont réagi dans l'entre-deux tours et se sont dit c'est pas possible d'envoyer 450 députés dans Marche à l'Assemblée nationale. Sérieusement, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est bien 21h15, on est d'accord? Ouais, vous êtes attendu vers 21h d'après ce que j'ai compris. Merci. Ce que je souhaite, c'est qu'effectivement il y ait une pression sur moi, que jamais je déroge du programme qu'il m'a envoyé à l'Assemblée nationale. Et ça, je pense que c'est une bonne pression. Quand je dis bonne pression, je pense pas à la bière. Quoique, elle vous attend. De l'humour, ce sera un député avec de l'humour. Antoine, ça va? Félicitations Hugo. Merci. T'as vu qu'Adrien c'est beau aussi pour lui? Ah c'est cool putain. Putain, on y va à deux quoi. C'est cool, c'est cool. Bravo les gars. Putain, ça va être... Oh là là. Ça va être tellement festival à l'Assemblée, mais... Ah ouais, ça va être festival. Ça va être festivalesque. Ça va être magnifique. Bon, super, c'est génial. Voilà. Allez, des bisous, je vais à France Bleu, là, puis après à France 3, donc... Je file. Félicitations à Adrien aussi. Hein. Ouais, je lui ferai des gros bisous, t'inquiète. Le Zen, c'est 73... 73 contrat d'électeur à Le Zen. La 25 est complètement fermé. Ronchin, Mons définitif 66, Ronchin définitif je crois que 67. Donc vous faites partie de ces nouveaux visages de l'Assemblée nationale. Vous savez déjà quel va être votre programme de la semaine. Vous y allez quand demain? Mardi. Mardi. Voilà, ensuite on reçoit son pactage, on découvre. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous allez être un peu encadré par des députés communistes par exemple sortants qui connaissent un petit peu les arcanes? Exemple Cécile-André Chassaigne, le patron du groupe Front de Gauche qui a été réélu dans le Puy-de-Dôme. Vous avez travaillé avec lui? Moi je vais travailler avec tout le monde. Je pense que on est des gens quand même assez agréables. Enfin moi je suis quelqu'un d'agréable donc on pourra discuter. Après j'ai pas partagé toutes les manières de faire et de fonctionner et tous les votes du groupe d'André Chassaigne dans la législature précédente. Donc on essaiera aussi de faire les choses un peu différemment à notre manière. Putain, regardez, c'est magnifique. Putain. Ah, il a reconnu sa défaite. C'est vrai. Il est le jeune homme de... Oh, et voici la perdu. Je suis désolée, vous allez devoir laisser votre place à la présentatrice. Bonsoir. Allez, avec plaisir. On est sérieux. Ah bah, voilà, c'est plus rapide. Vous êtes la meilleure, ça va. Ah, on l'a fait. On va prendre le train ensemble. On va prendre le train ensemble. À toi alors. Toi, hein? Tu nous as fait peur jusqu'au bout. J'avais raison, hein, le flamboyant. Et je racontais à qui je racontais ça. Et alors, on s'en fout? Non mais il m'a appelé. C'est 50 de plus? C'est la démocratie. C'est surtout que toute la journée on s'est occupé des bureaux de vote et que heureusement qu'on s'est occupé des bureaux de vote. D'accord. En rampant s'il fallait. Avec Moi je me souviens que je suis la première à vous avoir débattu, oui, je me souviens. Le débat des fait jeunes dimanche. passer en télé avant que vous soyez candidat. C'est vrai, exactement. Et je me suis dit à l'époque, putain ce petit jeune, il a un avenir. Ah merde, Charlotte est battue dans sa circuit. Charlotte Girard est battue dans sa circuit. Et Mélenchon, ça fait quoi? Ouais, apparemment. Il est élu largement. Bon, il va être président du groupe, il va vous faire chier comme jamais. Je sais pas. Et là, de voir coup sur coup Hugo entouré là sur ce parvis devant sa permanence
près de la mairie de Mons, le soir qui tombait, et ben ça crée une émotion, effectivement. Et là, je me souviens que tout le monde était fébrile, mais en même temps joyeux, et on était un peu dans un état second. On n'en s'en rendait pas compte, finalement, qu'on venait d'élire un député à Fives, un député à Île-Centre, un député à Oisem. Et c'était comme un peu irréel. Mais en même temps, on savait que Hugo s'y préparait depuis un moment, et que voilà. Mais moi, je pensais pas qu'on y arriverait. Je garde ce souvenir de de mon élection, le soir de mon élection, avec tous ces militants plus âgés, entre autres, qui pleuraient de joie, évidemment, et avec cette phrase magique qui disait « Je pensais pas que je verrais une victoire d'un des miens de mon vivant ». Ça peut paraître anecdotique, mais c'est pas si anecdotique. Tous ces militants qui ont eu une longue traversée du désert après 81, Mitterrand, la déception, de se dire qu'en fait, bah si, c'est possible. Il y a peut-être moyen de... Alors bon, on était que 17, on n'est pas majoritaire, machin, on n'est pas au gouvernement, mais bon, bah là, on a fait quelque chose, quoi. Et pour Alors Hugo, c'est vrai qu'en 2012, il a fait ses premières armes. Là, moi, j'avais fait sa campagne également dans le quartier de Fives, Saint-Maurice, où on travaillait avec une petite équipe. Et bon, voilà, il y avait un dynamisme, une réactivité qui était assez forte. Alors c'était le début. Alors, parfois, moi, je suis retombé sur les affiches d'Hugo là, avec les photomontages, photoshopés, un peu datés, mais ça fait rire parce que finalement, on voit qu'il y avait déjà le rouge et le vert sur les affiches. Et il y avait déjà cette idée que l'écosocialisme et que l'avenir en commun, c'était l'alliance des deux. Hein. Et bon, par contre, après, c'est vrai que le photomontage était un peu plus aléatoire, mais en tout cas, ça fait un score qui était bon et une circonscription qui montrait qu'elle était à gauche et il y avait des graines pour le futur. Elle a dit, bon, le MRAP, pourquoi vous n'êtes pas dans le cortège demain? Parce qu'il y aura SOS Racisme, il y aura la LDH et tout. Donc nous, on a réuni nos instances, on a dit, est-ce qu'on se met dans le cortège de Jean-Luc Mélenchon? Et là, ça n'a pas été l'unanimité. Mais est-ce que c'était la majorité? Ah, c'est ça, ok, c'est pas l'unanimité, mais... Ouais, je suis un peu plus grand que Jean-Luc, par contre. C'est lui qui est un peu plus petit. Chers camarades, chères concitoyennes, chers concitoyens, merci d'être venus aussi nombreux. Je vois que nous sommes déjà plus de 50. C'est extraordinaire. Il est actuellement 12h15. Je sens que la faim se fait ressentir. J'entends les estomacs qui grondent et ça me fait chaud au cœur. Donc en 2012, le combat bien sûr était centré sur cette question du logement et c'est aussi cette question des transports gratuits qui est une colonne vertébrale aussi dans l'engagement des gens du parti de gauche et dont Hugo, les collectifs transports gratuits depuis 2010, depuis 2011, depuis 2012, Hugo était là, on était là sur ces thématiques-là, sur l'écologie politique. Clairement, mon passage au parti de gauche, ça a été ce moment de formation pour moi de lier justice sociale et justice écologique. Après, j'ai passé sur toute la séquence de 2012, 2015, 2016, et j'ai lu pas mal de bouquins concernant l'agriculture. Parce que je connaissais rien, enfin je veux dire, voilà, à part dire des banalités. Mais vraiment sur la question de la production, des filières, de l'organisation économique, du fonctionnement de la PAC, du fonctionnement du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Et donc ce sont des thématiques sur lesquelles j'ai appris à mettre pareil des chiffres, des mots, des objectifs, des politiques publiques en face. Et ça s'est recoupé beaucoup plus tardivement, mais avec la question de la souffrance animale. Et donc au milieu de tout ça, j'ai quand même décidé de traiter un sujet qui est clairement écologique, en tout cas dont le cœur même c'est la question environnementale, économique et sociale, donc il y a les trois dans l'écologie politique, qui est la question de la gestion des forêts.
Et du coup, je me suis beaucoup impliqué. Alors c'est Mathilde Mathilde Panot qui est à la manœuvre parce que elle, c'est sa commission et elle peut assurer la continuité. Mais moi, ponctuellement, je suis allé faire des déplacements avec elle pour visiter des forêts, rencontrer des forestiers, des bûcherons, de rencontrer tous les acteurs de cette filière. J'ai conduit des auditions avec des spécialistes du CNRS, de l'INRA. Là, la grosse proposition qu'on fait avec Mathilde, et qu'elle a mise en musique dans une proposition de loi, qui est emblématique de ça, c'est la fin des coupes rases. Alors, il y a différentes manières. Hein. Le truc le plus bourrin, c'est des souchages. Donc, ils retirent les souches, c'est des énormes trous. Ils prennent la souche et ils la broient pour aussi faire des pellets pour mettre dans les poêles à bois des particuliers. Ou pire, pour les foutre à Gardanne, dans la grosse centrale à bois, qui était anciennement centrale à charbon, qui a été transformée en centrale à biomasse, pardon. Ouais, ça fait mieux, hein, biomasse. Donc j'ai appris aussi à décortiquer toutes les embrouilles, les éléments de langage des adversaires, etc. Bon. C'est moins visible parce que ça, on l'a fait en dehors du travail de l'Assemblée, et que c'est Mathilde qui le fait. Mais moi, j'avais besoin aussi, y compris sur ces thématiques-là, de m'y pencher parce que ça m'intéresse, voilà, très, très clairement. J'aime bien, quoi. Bon, on est tous d'accord que développer les transports en commun, en règle générale, ça permet de diminuer la pollution, les gaz à effet de serre, et puis ça coûte moins cher quoi, hein, que de transporter dans sa voiture tout seul. Ben, ça coûte pas forcément moins cher par ailleurs. C'est peut-être ça le problème. L'écologie, là, tu dois avoir une porte d'entrée concrète. Hein. Et ça, c'est toujours été une préoccupation aussi d'Hugo dans sa façon de faire des campagnes politiques. Pour moi, l'enjeu, c'était vraiment d'essayer de faire campagne différemment. Et puis, les objectifs politiques qu'on se fixait, qui étaient de ne pas faire le score d'habitude, clairement, d'exploser les choses. Et donc, du coup, on s'est mis en quête de trouver, il y a des images là, où on est sur un parking du Stadium Nord. Et même ça, dans le détail, c'était un parcours du combattant pour organiser ça, que ce soit en interne pour convaincre qu'il fallait le faire. Parce que même si c'est pas eux qui mettaient les sous sur la table, j'avais l'impression que c'était eux quand même. Non, oui, mais tu vas pas mettre autant d'argent dans quoi, dans une scène, une sonorisation, dans machin. Et s'il pleut, et si ça, enfin si j'écoutais les gens à l'époque, j'aurais jamais rien fait de tout ça, quoi. Donc faut un petit peu dire, allez, on y croit, allez les gens, on y va. Et justement, quand il était en classe prépa, c'est là au niveau politique, il s'est engagé aux jeunesses socialistes sur Arras. Et où là, il a été confronté à des personnes qui étaient... Je pense que dans la politique, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Surtout quand des jeunes arrivent et puis qui n'ont pas peur de s'engager, de prendre position, de s'affirmer. Et du coup, il a beaucoup dérangé. Enfin, on va dire, il s'engageait de trop. Pour eux, il allait trop vite pour eux. Donc du coup, il dérangeait et ils l'ont fait passer au conseil de discipline. Parce qu'il avait interpellé... Ils appelaient même pas ça un conseil de discipline, ils appelaient ça un tribunal. Ouais. Parce qu'il avait interpellé François Hollande à l'université d'été de La Rochelle. Il avait été à La Rochelle sans avoir d'autorisation de ses petits camarades chefs haillons socialistes de l'époque. Et donc il est passé au tribunal. Il a eu un blâme. Mais donc il y a eu une prise de conscience déjà aussi là sur comment les partis politiques se construisent. Et voilà, donc il s'engage et le front de gauche arrive. Le front de gauche arrive dans la foulée. Et le voilà propulsé candidat aux législatives en 2012 sur la circonscription de Villeneuve-d'Ascq. Donc si on veut unifier le peuple pour faire le changement, il faut que l'ensemble des préoccupations populaires se trouvent représentées dans l'action gouvernementale. Et ça se fait quand il y a des représentants pour le faire, sinon ça se fait pas. Voilà. Donc moi j'avais confiance pour cette élection de 2012, parce que Hugo c'est quelqu'un qui tient ses engagements. Franchement, il a eu un moral d'acier pour supporter à l'époque les invectives et les positions des communistes. Donc ça partait sans mal, sans peine pour tenir sa candidature et
et ben il a quand même fait un résultat quand même plus qu'honorable, puisqu'il est passé devant les écolos. Et donc là, je me suis dit, oh mince alors, vraiment, il est voué à ça, enfin, sa destinée, c'est la politique. Rendez-vous compte, son engagement dès 14 ans. Il est engagé syndicalement à l'UNEF. À ceux qui veulent privatiser les facs, les étudiants répondent résistance. À ceux qui veulent privatiser les facs, les étudiants répondent résistance. Là, moi, j'étais en master, donc je me suis un peu éloigné du mouvement étudiant, mais j'ai quand même participé un peu à leur côté aussi à ce mouvement LRU. Hugo a pris là son envol, on va dire. Il a été un des moteurs sur les luttes, les grèves de loyers étudiants, la lutte contre l'insalubrité des logements étudiants. C'est vrai que c'est un côté que on a peut-être oublié de l'activité d'Hugo, parce que maintenant il est un peu spécialisé, mais son engagement commence sur la question de la dignité des étudiants, de l'universalité de l'accès aux droits pour les étudiants, qu'on soit étudiants étrangers ou étudiants français. Cette période de 2007, pour moi, c'est... je me dis, tiens, je vais pouvoir m'impliquer et militer, je vais pas dire chez les grands, mais c'est un peu l'idée quand même. Alors j'arrive pas complètement innocent, je veux dire, c'est pas comme si c'était mes premières manifs, mes premières grèves, etc. Puisque les premières, en fait, je les ai organisées au lycée. D'abord sur la réforme Fillon en 2005. Donc j'arrive à la fac, et là on me dit réforme des universités. Quittez les gueules, allez. Et puis il se trouve que là c'est le hasard de la vie, hein, mais je suis dans l'université qui aura eu, bon, il y avait un peu compétition avec, je sais plus si c'était Toulouse ou Nantes, je crois que c'est Toulouse, Toulouse de Mirail, qui a le plus longtemps occupé et bloqué la fac. Donc là sur les images qu'on voit, où les CRS interviennent, ça fait quand même déjà un paquet de jours que la boutique tourne plus, quoi. L'administration est un peu exaspérée en disant mais comment on va se sortir de ce machin? À un moment donné, on était suspecté par l'administration de truquer les votes. Donc, on a dit à l'administration, bah, si vous voulez, vous pouvez surveiller le vote, quoi. Je veux dire, voilà. Et donc, ils ont surveillé le vote et ils ont constaté que, ouais, d'une, il y avait beaucoup de votants et de deux, c'était extrêmement majoritaire et qu'il n'y avait pas. Bon. Et il faut dire que nous, on arrive à une séquence à un moment donné, là, à ce moment précis, où nous-mêmes, on trouve que le blocage, c'est plus la modalité d'action la plus adéquate. Quand je dis nous, c'était les militants de l'UNEF sur place à la fac. Donc on dit top là au président de la fac, de l'université, et à notre grande dame, il a été mais tellement mauvais et qu'on n'a rien pu. Enfin, je veux dire, le blocage a été revoté encore même plus largement que la fois d'avant. On se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et lui, il a littéralement pété un câble, donc il a appelé les flics. Et alors, ce qui était lunaire, c'est que, bon, alors déjà sur la technique, ils sont rentrés dans la fac pendant qu'on était partis en manif l'après-midi. Donc il y avait plus grand monde pour bloquer la fac. Ils sont rentrés dans le sous-sol de la fac, et j'ai cette image, parce que là on voit au-dessus, mais en dessous il y a le sous-sol avec les parkings, la voiture. Il y avait des cars, mais partout dans le parking. Et les mecs avaient été en train de déplier les lits couchettes de camping là pour se préparer à dormir là. Ils étaient en train de manger pour certains. C'est bizarre, ils viennent prendre des cours ou comment ça se passe? Ils viennent occuper avec nous. Non, c'était eux qui allaient occuper la fac effectivement, parce qu'ils comptaient pas juste nous virer, mais s'assurer en plus qu'on revienne pas.
Et puis il y a le moment, on voit à la fin, le moment de confrontation sur la passerelle de l'île 3, goulot d'étranglement. Eux, ils se disent qu'ils sont en position de force, parce que c'est une passerelle et qu'il n'y a qu'un seul point d'entrée, que c'est facile à tenir, que tous les autres accès sont... Et chose assez extraordinaire, c'est que le premier affrontement avec les étudiants là sur la passerelle, je suis dans le tas là, on les fait reculer en fait. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, mais on est quand même 4 à 5 fois plus nombreux. Donc comme au rugby en mêlée, on est quand même 5 fois plus nombreux, quoi. Donc ils reculent, quoi. Excellente expérience parce que comment on fait pour convaincre largement au-delà de nos rangs, en AG, en assemblée générale, comment on fait pour prendre la parole en public, débattre, parce qu'en plus comme on était... franchement, on était vraiment cool, hein. Les gens de droite de l'Uni étaient dans l'AG, pouvaient s'exprimer, alors ça faisait un peu hué, machin. Bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, j'avais dire, c'est pas mieux que dans l'hémicycle. Hein. Quand on voit les questions au gouvernement, c'est juste une AG, hein, c'est pareil. Et puis après, je me suis dit, mais il y a un problème, c'est que... Bon, on arrivait à rassembler assez largement encore à cette époque-là, mais je voyais bien que tous les étudiants précaires, ils participaient à la lutte, en fait. Et donc, il y a la deuxième mobilisation en 2009 qui concerne la masterisation de l'enseignement des concours. Je rentre en 2008 au conseil d'administration du Crous. Et là, je me dis, il faut qu'on fasse une mobilisation sur les conditions sociales, pas possible. Et en plus, chose extraordinaire, c'est qu'en mobilisant sur les conditions sociales, on peut le faire en dehors des heures de cours. Et là, grosse déception au niveau national, parce que l'UNEF national ne suit absolument pas la mobilisation qu'on arrive à créer. On a vu plus de 700-800 étudiants qui ont arrêté de payer leur loyer pendant 4 mois. On a quand même tenu notre barque, on était très en lien avec les personnels du Crous, avec la CGT Crous qui est majoritaire dans le pays, mais extrêmement majoritaire ici sur le Crous de Lille. Et donc on a même organisé une invasion du CNUS à Paris, donc le siège central. Et on s'est fait déloger par les CRS vers 23h, un truc comme ça. Ils nous ont accompagnés jusqu'à la bouche de métro. On a longé les quais de Seine. Pour moi, ça a été une des plus belles mobilisations que j'ai pu faire. Parce qu'on était sur du concret, immédiat. À la fin, le CNUS a quand même lâché 240 000 € pour le Crous de Lille. Bon voilà, en termes de plus-value par rapport aux enjeux, il aurait fallu au moins une dizaine de millions d'euros pour... même pas pour tout changer, hein, mais juste pour vraiment avoir un changement un peu plus visible et un peu plus notoire. Mais ça a été une lutte victorieuse. Est-ce que j'en profiterai pas pour poursuivre la réponse à mes SMS qui remercient? Comment je vais dire ça? Ce que je veux dire, c'est qu'Hugo devient député au sein du gouvernement Macron. Dans un gouvernement ultralibéral, de droite. Et j'ai des craintes parce que Macron, il ira jusqu'au bout. Je veux dire, il ira jusqu'au bout. Là, on sent vraiment qu'il y a une répression dans tous les domaines, y compris contre les parlementaires. Et comme je connais la pugnacité d'Hugo, et ça doit quelquefois le faire bouillir en lui, parce que c'est un démocrate dans le sens noble du terme. Alors le style d'Hugo, c'est un style qui est direct, qui est un style qui est resté un peu un style de tribun étudiant, hein, parfois. Les premières interventions à l'Assemblée, elles détonnaient. C'est un style qu'il a affûté, mais en même temps c'est un style qui apporte vraiment un vent nouveau dans un hémicycle qui parfois est un peu poussiéreux et qui voilà, est un peu empoulé. Nous sommes pour une éthique et une déontologie policière républicaine. Or, nous constatons semaine après semaine que vous faites un maintien de votre ordre injuste en les transformant en miliciens de l'incapable Castaner, qui sont les plus violents et que désormais seuls les plus intégristes soutiennent. Et cela au détriment de tous les policiers et gendarmes qui se conforment à une attitude républicaine. À nouveau une scène surréaliste à Bordeaux. Des gens sont alignés contre une vitrine.
Un policier, cagoulé, pointe du doigt un jeune immobile. Un autre l'attrape par le col et le tire au sol pendant que le premier lui assène gratuitement un coup de pied dans le ventre. Puis le traîne à nouveau au sol sur quelques mètres. Un père exfiltre ses 2 jeunes enfants qui assistent à la scène. Résultat, aucune charge retenue contre l'individu. Et donc une nouvelle plainte IGPN sans doute étouffée. Une certitude, un ordre républicain mis à mal par ces images. Autre situation, après les gamins agenouillés de Mantes-la-Jolie, ceux parqués dans les fourgons au lycée Arago, maintenant les gardes à vue se multiplient dans le pays. Plus de 25 enfants enfermés pour avoir bloqué leur lycée. Je vous parle en tant que député du peuple, mais aussi en tant que père de famille. J'ai vu ces parents attendre devant les commissariats, sans nouvelles de leur enfant. Un de ces jeunes a témoigné avoir vomi des heures durant, suite aux pressions subies lors de sa garde à vue. Ce sont nos gosses, et ça pourrait être vos gosses, bon sang. Quand est-ce que vous allez arrêter ces violences policières anti-républicaines? Quel sens y a-t-il quand ces jeunes gens passent leurs épreuves du bac sous l'œil suspicieux d'un policier cagoulé à l'intérieur du lycée, prêt à dégainer, lacrymogène à la main? Il faut le rationaliser et d'ailleurs se dire quel est le plus efficace. Quel est le plus efficace du point de vue du grand public, du point de vue de ceux que j'ai à convaincre, etc. Est-ce que c'est de péter un plomb? Des fois, c'est efficace, c'est vrai. Quand les mecs qui dépassent les bornes, il faut péter un plomb, vraiment. Mais la plupart du temps, c'est quand même de garder son calme. Pour le coup, s'il y a un collègue qui excelle dans cet art, c'est Adrien. Bon, les amis, avec toujours on vient de remonter tout le cortège. Vous vous situez plutôt à la fin. Là-bas, c'est incroyable. Il y a une marée humaine dans Paris aujourd'hui pour dire à Macron qu'on lâchera rien. On a l'impression qu'il est de marbre et de glace pour asséner ses arguments et qu'il est imperturbable et que quoi qu'il advienne, l'argument passera. Ainsi, le texte a beau être présenté devant cette Assemblée, le mot d'ordre dans le pays demeure inchangé. Retrait, retrait ou référendum. D'abord parce que vous n'avez pas de mandat pour faire ce que vous faites. Faut-il rappeler que dans le programme d'Emmanuel Macron qui vous engage, vous aviez clairement écrit qu'on ne toucherait ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions, alors qu'ici, vous ne faites que cela. Bien sûr, les Français ont compris qu'ils auraient toujours le droit de partir à 62 ans, mais ils comprennent aussi qu'il ne vaudrait mieux pas le faire, compte tenu du recul, génération après génération, du fameux âge pivot ou âge d'équilibre qui, même provisoirement, n'a jamais disparu de votre texte de loi. Diminuer le niveau des pensions ou faire travailler les Français plus longtemps par l'âge d'équilibre, ce sont deux manières de dire exactement la même chose. Les Français paieront dans leur chair votre projet. Pour le justifier, vous avez surjoué l'alerte sur un déficit prévisionnel que vos propres politiques ont contribué à construire. Mais 8 à 17 milliards, ce n'est rien si l'on considère par exemple les 42 milliards d'encours bancaires pour les retraites chapeaux, les 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 l'an dernier. Et c'est moins que rien si on considère les 300 milliards d'euros que pèsent les retraites et que vous voulez faire progressivement, mais très méthodiquement, fuir vers les systèmes par capitalisation. Bien sûr qu'on s'en prend plein la tête en arrivant dans l'hémicycle. Parce que y a un phénomène qui est un peu décourageant, c'est que vous arrivez, vous avez une intervention de 2 minutes pour défendre votre point de vue, où le ministre, lui, il a 4, 5, 6, 7, 10 minutes, il veut vous détruire pendant 10 minutes et raconter des conneries pendant 10 minutes. Donc il y a cette crainte de, enfin pour moi en tout cas, de se dire de ne pas être assez performant dans l'argumentation pour pas être rangé dans cette case-là, extrême gauche, qui comprend rien à la situation, etc. Ça, c'est mon objectif personnel qui s'intègre dans un objectif de groupe et plus global. Hein. Et d'ailleurs, il se trouve que le premier texte qu'on a à discuter dans l'hémicycle, c'est la 6e prorogation de l'état d'urgence. C'est, vous l'avez peut-être remarqué, la volonté du gouvernement de transcrire des dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun. Vous vous souvenez, l'état d'urgence ? Ce truc qui a permis d'assigner à résidence des militants écologistes, ce truc qui a empêché des camarades de manifester, ce truc qui a permis aux policiers de fracasser toutes les portes possibles et imaginables pour des gens à qui la tête ne revenait pas. Je me rends compte aussi d'une chose, si je me dis,
bon, bah, il y a aussi les socialistes, les communistes, on va pouvoir pas être tout seul, quoi. Non, je me rends compte que je suis tout seul, vraiment, sur cette thématique-là. Je suis tout seul à m'opposer à la 6e prorogation de l'état d'urgence en ayant des arguments de pourquoi il est raisonnable de s'y opposer. Et même d'expliquer que finalement, proroger l'état d'urgence, ou le mettre dans le droit commun comme ça a été la loi ensuite, c'est aussi, et d'ailleurs j'ai pas été démenti par Dupond-Moretti qui a des citations à peu près similaires, d'avant, hein, avant qu'il soit ministre, c'est faire le jeu des terroristes. À chaque fois qu'on tord les lois de la République contre un terroriste avéré, ou même, enfin un terroriste putatif, ou même un terroriste avéré, on leur donne un cadeau, parce que eux, ça leur donne un argument pour dire « Regardez comment on est traité là-bas ». Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font dans leur propagande. C'est ce qu'ils font dans leur propagande, dans leur revue de Daesh, là, je sais plus comment ça s'appelle, leur machin. Moi, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont expliqué ça, alors avant, pour faire le livret sécurité, hein, bien avant d'arriver à l'Assemblée. Alors, on dit c'est monsieur sécurité de la France Insoumise maintenant, mais c'est plus que ça, c'est les services publics, son champ d'action, son champ de bataille, son domaine d'intervention. C'est vrai qu'il a développé une expertise dans tout ce qui est sécurité, justice, droit, et ce qui est précieux, puisque dans notre mouvement, souvent des compétences régaliennes qu'on méprise, dans les mouvements de gauche, les mouvements progressistes, puisque ils sont forcément anti-autoritaires, et on a toujours aussi un peu la pression d'être anti-État, anti-autorité, alors que c'est pas le cas. Nous, on veut des services publics pour tous, une égalité, des services publics qui sont le patrimoine commun de ceux qui n'en ont pas, et je pense que Hugo a bien ça en tête aussi, quand il défend un service public de la tranquillité publique de qualité, ou l'accession à un service public de la justice pour tout le monde. Ce sont des droits fondamentaux du peuple et des citoyens. Monsieur le Premier ministre, je suis satisfait que vous ayez enfin pris conscience des rapports dégradés et préoccupants entre la police et la population, et le péril que cela constitue pour l'unité du peuple français. Mais nous voulons, avec notre groupe de la France Insoumise, d'abord remercier celles et ceux qui ont permis cette prise de conscience en se mobilisant à travers le monde et en France contre les violences policières et les discriminations. La mobilisation se fait trop souvent dans l'indifférence et l'opprobre pour que les victimes obtiennent justice et vérité. Singulièrement, il faut remercier ces policiers qui, petit à petit, brisent l'omerta et font connaître leurs collègues racistes qui n'ont rien à faire dans la police républicaine. Vous semblez désormais partager notre objectif de rétablir une police républicaine. La police ne doit pas être crainte, elle doit être respectée. Et pour cela, elle doit être respectable en étant débarrassée de ces éléments violents, racistes et anti-républicains. Une police a de l'autorité quand elle est respectée. Elle est respectée quand elle est légitime, c'est-à-dire quand elle agit avec proportionnalité et déontologie. Finissons-en une bonne fois pour toutes avec les forces de l'ordre et rétablissons les gardiens de la paix. Nous avons proposé le récépissé de contrôle d'identité, l'interdiction des LBD, des grenades explosives, l'interdiction, comme dans d'autres pays, des techniques qui peuvent tuer, de pliage et de plaquage ventral. Vous avez tout rejeté. Nous vous les proposons à nouveau. Et 2 autres réformes sont indispensables. D'abord, le contrôle interne de l'IGPN doit être rendu indépendant et le contrôle externe du défenseur des droits renforcé. 36 demandes de sanctions sur 4000 saisines du défenseur des droits, c'est déjà un énorme filtre avec à la clé 0 sanction. C'est inacceptable. Ensuite, au sujet de la formation initiale et continue, cela fait 3 ans que je vous demande d'ouvrir les écoles de police que Nicolas Sarkozy a fermées en son temps, pour revenir à 1 an de formation initiale, afin d'armer intellectuellement la police pour répondre aux attentes de la population. Le candidat Macron en 2017 disait « Ce n'est pas possible quand il y a une violence policière, qu'il n'y ait aucune sanction dans la hiérarchie policière. Il y a un commissaire de police, un directeur départemental de la sécurité publique, un préfet, il y a un ministre. » Alors je vous le demande solennellement pour rétablir la confiance du peuple en sa police, de changer ceux qui, à la tête, ont couvert pendant trop longtemps cette réalité, notamment le ministre Castaner et le préfet Lallemand. Moi j'ai travaillé sur le livret thématique sur la sécurité par exemple. Il y avait l'avenir en commun, il y avait 40 livrets thématiques. On a fait dans ma dernière semaine de campagne du premier tour, on a fait un atelier des lois. On a commencé à décliner ce livret en pré-projet de loi. Donc là moi quand je suis à l'Assemblée, c'est dans ma poursuite de travail. En plus j'ai maintenant cette je sais pas comment dire, cette étiquette de député, donc je vais pouvoir aussi cette légitimité d'aller voir par exemple les syndicats de policiers, les associations professionnelles de gendarmes.
il y a quand même un truc qui est pour moi fondamental, c'est que j'ai choisi d'embaucher dans mon équipe Antoine, qui est mon attaché parlementaire à Paris. Et donc, lui, en fait, il était en poste au ministère de la Justice, et précisément dans l'administration pénitentiaire, et précisément, il travaillait sur les aménagements de peine et les alternatives à l'incarcération. Et donc, il m'a dit au début de mandat, mais tu sais, Hugo, t'as le droit de visiter les prisons en tant que parlementaire, il faut qu'on aille en prison, il y a plein de choses à faire, puis moi, je m'y connais bien, machin, il faut qu'on aille en prison. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je mets ma main devant le micro, parce qu'il y a un peu du vent. Je suis en direct du centre pénitentiaire, vous voyez, maison d'arrêt de Lille, Sequedin, derrière moi. Puisque du coup je viens d'aller visiter l'établissement pénitentiaire. Vous aviez vu que j'avais fait un recours en référé devant le juge pour me permettre d'entrer, parce que dans le cadre du Covid, etc. Bon, finalement j'ai pu rentrer, pas avec les journalistes, seulement dans la partie administrative, ils n'ont pas pu rentrer à l'intérieur. Et pour ce qui me concerne, j'ai pu un peu constater les conditions de travail des personnels et des détenus. J'ai vu aussi des femmes en prison, évidemment, des femmes enceintes, des bébés en prison. Ça fait un peu bizarre, hein, le petit espace crèche avec les rouleaux de barbelés avec les lames de la rasoir, là, c'est une ambiance, voilà, c'est un peu particulier. Merci. Oui, dans la série, nous aussi, quand on demande des choses, on ne les obtient pas forcément. Il y avait le seul amendement que j'ai réussi à faire passer sur la programmation de la justice, qui était sur les conditions de détention des femmes, qui demandait la production d'un rapport par le gouvernement dans les 6 mois. Ben, voilà, ça fait plus de 6 mois et il n'y a toujours pas le rapport sur le sujet. Ça me permet de tendre une perche sur la question justement des conditions d'incarcération des femmes qui ont beaucoup moins accès que les hommes, notamment aux aménagements de peine. Il y a tout un tas d'autres choses, que ce soit de coup dans la prison ou hors la prison. Est-ce que c'est un sujet que vous comptez investir? Évidemment, il y a tout ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques, et pour moi c'est important parce que souvent c'est quelque chose qu'on oublie dans les lieux d'enfermement. Or, c'en est un particulièrement important. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été fait notamment par une de mes collègues, Caroline Fiat, sur le sujet, et je pense que l'hôpital psychiatrique en France est un peu vit un peu dans le passé. Je vais le dire comme ça pour rester poli. Je vois que je provoque des choses inattendues. Bref, juste, c'est un souhait. J'espère que vous pourrez faire tous les contrôles nécessaires en temps de Covid. Je le dis parce que dans la première phase, dans la première vague plutôt, de confinement, le contrôle général des lieux de privation de liberté avait arrêté ses visites. Et je pense que c'est un problème en soi. Je comprends bien pourquoi, hein, je ne le remets pas en cause, mais j'espère que le contrôle pourra se faire, y compris pendant cette deuxième vague, parce que ce sont dans ces moments-là où on a besoin particulièrement de vérifier l'état de détention, les conditions de détention. Ben non, mais j'ai sauté les questions de Hugo Bernalicis. C'est horrible. Donc, sur le contrôle en temps de Covid, je suis bien d'accord, d'ailleurs, je l'ai mis dans une de mes réponses. Je trouverais... Enfin, je ne serais pas du tout satisfaite si on m'interdisait d'aller faire des contrôles en temps de Covid, puisque je respecte les gestes barrières, apparemment plus qu'en prison. J'arriverai avec l'arrêt du Conseil d'État en disant, ben, vous voyez... Et donc, on se dit, bon, OK, maintenant qu'on a mis les gens en prison, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est qu'ils ressortent meilleurs. De toute façon, on ne peut pas les garder là tout le temps. Il n'y a pas de peine de mort, et tant mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on met à profit le temps dans la détention? Quel est le rôle et la place des surveillants pénitentiaires là-dedans? Le rôle des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, du juge d'application des peines? Il y a tout un tas d'intervenants, en fait, hein, les intervenants extérieurs, le rôle de Pôle emploi, le rôle de l'école dans la prison, le rôle des services culturels qui font, je sais pas, des ateliers théâtre, livres, machin, l'éducation civique, voire l'éducation populaire. Il y a des gens qui font de l'animalothérapie en prison, il y a des tas de choses qui se font. Et il y a surtout de la surpopulation carcérale, en maison d'arrêt, où il y a dans 9 mètres carrés, 4 détenus, dont un matelas au sol, avec les murs décrépits, dégueulasses, les douches collectives moisies, la salle de promenade qui est 4 murs en béton avec un sol en béton. Et puis de se dire, c'est comme un peu sur la question de la police, en plus de se dire, non, c'est pas tous pourris dans la police, c'est pas les personnes détenues versus les surveillants pénitentiaires, et la formule, je pense que c'est la plus belle formule, enfin belle, la plus juste, c'est les conditions de vie des uns sont les conditions de travail des autres.
Ils sont dans le même endroit, quoi. Donc quand ça va mieux pour les détenus, ça va mieux pour les surveillants. Et ils disent quelque chose de la société, de comment nous on traite, comment on les traite. Pas complètement comme des êtres humains, qui ont les mêmes droits que les autres, et ça c'est un problème. Et donc de s'intéresser à toutes ces questions-là, je pense qu'on grandit en humanité. Quand je vais discuter avec un mec en quartier d'évaluation de la radicalisation, qui est incarcéré pour des faits de terrorisme, et qui lui-même a des choses à raconter sur comment il vit sa détention, comment il intellectualise le fait qu'il soit là, pourquoi il a à un moment donné voulu passer à l'acte, ou pourquoi il est allé en Syrie, pourquoi il est revenu, pourquoi. Mais on se sent intellectuellement plus fort, y compris pour résister et pour faire des propositions, pour dire voilà, comment on pourrait traiter le problème. Voilà. Et puis de voir des tas de gens qui n'ont rien à faire là. Des gens qui ont des troubles psychiatriques lourds, qui devraient être dans un hôpital psychiatrique et qui sont en prison. Qui sont en prison parce qu'on ne sait pas les gérer en hôpital psychiatrique. Parce que l'hôpital psychiatrique, c'est la misère la plus totale. Et on voit que la faiblesse d'un certain nombre de services publics vont faire en sorte que des gens finissent aussi en prison. Des SDF, ça existe, des SDF qui font exprès de commettre des infractions et de se faire attraper à l'approche de la période hivernale. Avoir mis beaucoup d'énergie sur cette question-là, qui est vraiment, mais vraiment pas payante politiquement, en sens électoralement. Je veux dire, dans la circonscription, je pense que tout le monde s'en tape. Je le dis comme ça, mais non, tout le monde s'en tape pas. Mais je veux dire, les gens ils disent pas ah vite, on va revoter pour lui. Regarde, il est allé défendre les droits des personnes qui sont des délinquants, des criminels. Dès qu'il est arrivé à la maison, donc c'était à Calais. Dès qu'il est arrivé à la maison, il nous a dit je veux devenir président de la République. D'abord, ça nous a fait sourire. Donc il avait que 15 ans à l'époque, je pense, 14-15 ans. Et il a une personnalité, quand il prend une décision, il va jusqu'au bout. Il est très courageux. Donc moi j'ai la ferme intention, comme à chaque fois d'ailleurs, qu'on gagne et qu'on exerce le pouvoir. Maintenant, il faut qu'on déploie de l'énergie, qu'on dépense de l'énergie à capitaliser sur tout ce qu'on a produit en termes d'amendements, de réflexion, de contre-propositions sur les différents textes au fil de la mandature, et de les mettre en forme beaucoup plus aboutie, encore plus aboutie que les livrets thématiques qui avaient été faits en 2017, pour faire des pré-propositions de loi ou des propositions de loi cadres sur des grandes thématiques, se concentrer pour passer à la 6e, faire une assemblée constituante, faire ça bien, voilà. Mais qu'en parallèle, sur les premières années de mandat et ce qu'on a à faire, il faut être démonstratif. Il faut être prêt dès qu'on arrive, à savoir ce qu'on veut faire. Et que ce soit opérant. Pas que ce soit des il y a qu'à Faucon, des machins, non, opérant. Et ça nous donne une grande responsabilité. Que ce soit à l'Assemblée, que ce soit ici, sur le terrain. Il va falloir continuer à se structurer. Il va falloir qu'on s'organise. Hugo, il a cette force motrice aussi qui est un ressort. Voilà. À chaque fois qu'il y a eu un échec, il a rebondi. Et il a dépassé et il a atteint l'objectif de faire progresser le mouvement et de le faire se renforcer. Mais il faut qu'il y ait un pré-gouvernement qui soit mis en scène déjà pendant la campagne présidentielle de 2022. Parce qu'on a besoin d'avoir de la crédibilité, à la fois pendant la campagne, mais une fois qu'on sera élu. Et puis moi je ne peux pas cacher mes ambitions, hein. Je souhaite être ministre de l'Intérieur, je l'ai dit plusieurs fois à Castaner qu'il pouvait s'en aller, je prenais sa place quand il voulait. Voilà, après si c'est quelqu'un d'autre, je m'en fous, je filerai un coup de main, c'est pas de difficulté avec ça. Le problème c'est que comme j'ai beaucoup progressé sur les questions de justice, on risque de me proposer aussi le ministère de la Justice. Hugo a envie que chacun puisse vivre cette liberté, cette égalité, cette fraternité. Dans le monde actuel, malgré tout ce qui se passe et ce qu'il défend, toutes ces valeurs voilà. C'est ce que je voulais juste rajouter. Bon après, peut-être que si on fait plusieurs gouvernements, si on est réélu, j'irai peut-être faire un tour à la justice, un de ces quatre, hein, qui sait. Et donc, le top, quand vous faites une recherche sur mon nom sur Google, le top recherche, pendant des mois et des mois, ça a été ça. Il y a un moment où c'était la buvette, mais bon, ceci est une autre histoire. Ça fait partie des moments où on peut décompresser un peu dans ce monde de brut. On voit un coup, quoi.